Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin, vendredi 15 août, il est 7h-10 et c'est la revue de presse. Thomas Schnell. Vous connaissez l'expression « vendre la peau de l'ours ». Elle se retrouve, page 3 du Parisien aujourd'hui en France, sous la plume de Charles de Saint-Sauveur. L'expression populaire trouve ses racines dans les fables de La Fontaine, l'ours et les deux compagnons, directement inspirée d'une fable d'Ésope, où deux chasseurs vendirent à leurs voisins fourreurs la peau d'un ours encore bien vivant. Ce matin, on se demande si l'ours c'est la Russie ou bien l'Ukraine. Donald Trump semble aborder le sommet avec sa confiance habituelle. Rapporte notre confrère, il a assuré cette semaine que 2 minutes lui suffiraient pour sonder les intentions de Poutine, qui espère persuader son interlocuteur de lâcher l'Ukraine, une cause perdue. Dans son double feuillet, le journaliste interroge l'auteur et docteur en civilisation américaine Jérôme Viala-Godefroy, qui nous rappelle que Trump parle de Vladimir et que pour le président ukrainien, il l'appelle Zelensky. Cela en dit beaucoup sur l'estime qu'il porte à l'un et le mépris que lui inspire l'autre. Un manipulateur formé au KGB et un entrepreneur adepte du coup d'éclat, décrit ainsi dans le papier, deux égos surdimensionnés, rouleurs de mécanique et bluffeurs, se vantant d'être des hommes forts, c'est ce que chacun voit dans l'autre, dans un jeu de miroir flatteur. Voilà pour les protagonistes de ce sommet au bout du monde. Dans le Figaro, le correspondant à Washington nous retrace l'histoire justement de ce bout du monde. Le 49e État américain, l'Alaska, territoire le plus proche de la Russie, ancienne possession de l'Empire russe. En 1867, les États-Unis ont acheté l'Alaska 7,2 millions de dollars, une des plus fructueuses acquisitions territoriales de la jeune nation avec celle de la Louisiane française. Un vaste territoire riche en ressources minérales, étendant la souveraineté américaine jusqu'aux confins du continent, jusqu'à l'Arctique. Le souvenir d'une terre perdue, où s'élèvent encore quelques dômes en bulbe d'églises orthodoxes, est l'un des rares territoires auxquels la Russie a volontairement renoncé au cours de son histoire. Preuve que quand les États-Unis et les Russes et la Russie trouvent un terrain d'entente, ils parviennent à résoudre des cessions territoriales. Un symbole qui n'a pas échappé à l'historienne Liv Farrow, directrice du département Histoire à l'université Auburn à Montgomery en Alabama. Interrogée par Adrien Jolme, le choix de l'Alaska replace le conflit dans une perspective historique. Cette guerre ukrainienne, considérée comme un conflit récent et liée à des questions géopolitiques contemporaines, a des origines beaucoup plus anciennes d'ailleurs. À l'époque, si la Russie avait accepté de vendre l'Alaska, surnommée la Sibérie des Sibéries, c'est parce que le tsar Alexandre II venait de perdre en Crimée face à la France et l'Angleterre. Il avait besoin d'argent et déjà, en ce temps-là, les Européens craignaient de voir dans cette tractation la Russie et les États-Unis forger une nouvelle alliance. Comme disait le penseur athénien Thucydide, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Oui, comme le recommencement des processions de l'Assomption qui commémore chaque année le terme de la vie terrestre de la Vierge Marie et donc sa montée au ciel. Dans le Progrès, je lis que plusieurs centaines de croyants ont sillonné le jardin du Rosaire en direction de Notre-Dame de Fourvière hier soir. Sur la photo de Stéphane Guillochon, on voit les fidèles d'horizons différents porter la statue de la Vierge, entourée de fleurs, délicatement éclairée à la nuit tombée. Dans la Provence, je vois une photo similaire, cette fois de David Rossi pour une procession au flambeau, mais à Marseille, reconnaissable au massif de la Nerte en arrière-plan. Et cette fois, les fidèles montent à la Bonne Mère, dont vous pouvez d'ailleurs observer la couronne en ce moment, et c'est une première depuis 1870. Notre-Dame de la Garde a été décoiffée ce mercredi. Une œuvre de 150 kilos, une couronne d'1,50 m de diamètre qui est exposée au public jusqu'à lundi, avant d'être confiée à un chaudronnier d'Aix-en-Provence pour lui refaire une beauté et restaurer les 30 000 feuilles d'or. Des lauriers d'or, cette fois pour nos universités. Oui, le tableau d'honneur dans le très scruté classement de Shanghai du groupe de consulting Shanghai Ranking Consultancy, rapporté dans le Parisien aujourd'hui en France par Théo Huard. Paris-Saclay reste la première fac française à la 13e place mondiale. Derrière elle, Paris Sciences et Lettres qui regroupe Paris-Dauphine, l'ENS et l'École des Mines à la 34e position et la Sorbonne, 43e place du classement mondial. De bonnes nouvelles donc, la France ne recule pas, mais comment faire mieux demain ? Avec plus de moyens, répondent les chercheurs interrogés. C'était la revue de presse.